D'abord, il faut dire que c'est une question très vaste et donc qui a une grande diversité de réponses. Et la réponse que je vais faire, donc, c'est ma réponse, et je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait représentative, disons, des économistes en général, mais c'est ma réponse. Je crois que pour analyser cette question, il faut l'analyser par rapport à une autre question qui est tout à fait fondamentale en la matière, c'est le rapport entre monnaie et valeur. Je crois que c'est là que se joue vraiment l'enjeu de la réponse de cette question. Et il y a deux réponses par rapport à cette question de la relation entre valeur et monnaie. D'abord, dire peut-être que la question de la valeur, c'est vraiment la question par excellence de l'économie. C'est-à-dire la question de savoir pourquoi il y a des prix, pourquoi il y a des marchandises, quel est le prix que doit avoir telle marchandise, c'est ce qui fonde le fonds de commerce en quelque sorte des économistes. Et donc un objet de réflexion très vaste. La première réponse donc à cette question du rapport entre valeur et monnaie, et c'est la réponse majoritaire, a consisté pour les économistes à penser le principe de valeur de manière totalement indépendante de la question monétaire. C'est ce qu'on appelle les théories de la valeur. Il y en a deux dans l'histoire. Il y a la théorie de la valeur chez les classiques, c'est-à-dire Smith, Ricardo et Marx, pour qui la valeur, c'est le travail. Et donc on peut penser la valeur d'une marchandise à travers le temps de travail qui a été nécessaire pour la produire, et on n'a pas du tout besoin de monnaie. La réponse qui aujourd'hui domine depuis ce qu'on appelle la révolution marginaliste de la fin du XIXe siècle, celle qui est donc toujours d'actualité, ce qu'on peut appeler la théorie marginaliste, ou on appelle aussi des fois la théorie néoclassique, c'est l'idée que la valeur, c'est l'utilité. Si des biens, cette chaise a une valeur, c'est parce qu'elle est utile. Et à nouveau, on peut donc totalement définir un discours sur la valeur, sur l'utilité, sans avoir besoin de monnaie. Il suffit de regarder quelle est l'utilité des objets. Et donc, ce courant dominant de ce qu'on appelle les théories de la valeur ont donc constitué un discours sur la valeur dans lequel la monnaie était totalement absente. L'illustration la plus paradigmatique et exemplaire de cette absence, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre général, qui est la grande théorie, celle qui a unifié la théorie néoclassique et celle qui pense la valeur dans tous ses états. Eh bien, cette théorie de l'équilibre général n'a pas de monnaie. Donc, elle pense les rapports de prix, les prix sans monnaie. Et en fait, le paradigme, là, c'est de l'échange, c'est un échange de troc, puisqu'il n'y a pas de monnaie. Donc, les marchandises, ça s'échange contre des marchandises à travers un truc un peu compliqué qui est le secrétaire de marché valracien. Mais donc, dans cette première conception, la monnaie est absente de la valeur. Donc, la question, c'est comment, pourquoi on la réintroduit et de quelle manière. Et forcément, c'est un peu un tour de passe-passe, puisque dès le départ, elle est absente. Et la manière dont on a répondu à cette question, à cette problématique de l'intégration de la monnaie, ça a été de considérer qu'en fait, elle permet de faciliter les échanges. Donc, c'est simplement une technique de transaction qui est plus adaptée et plus efficace que la technique de transaction du troc, pour des raisons bien connues qu'on appelle la double coïncidence des besoins. Et donc la monnaie, c'est mieux, quoi. Ça permet de rendre les échanges plus faciles. La double coïncidence des besoins, c'est pas compliqué à comprendre. C'est que dans un troc, si vous avez une chaise et vous voulez une table, il faut trouver quelqu'un qui a une table et qui veut une chaise. Donc il faut qu'il y ait la double coïncidence des deux besoins. Tandis que avec la monnaie, c'est bien plus simple. Si vous avez une chaise, il suffit de trouver quelqu'un qui en veut une. Donc c'est comme ça qu'est introduite la monnaie. Et c'est ça la théorie, disons, dominante, l'approche dominante de la monnaie, qui met au cœur de sa conception de la monnaie l'idée que c'est un intermédiaire des échanges. C'est ce qui permet de faciliter des échanges et de révéler les valeurs qui sont, elles, de l'ordre de l'utilité. Et la monnaie n'a pas d'impact sur les valeurs. C'est ce qu'on appelle la neutralité de la monnaie. Parce que la neutralité de la monnaie, ça veut dire que la monnaie est après la valeur, et donc que la valeur se définit sans la monnaie, et que, comme l'ont dit un certain nombre de théoriciens, les prix relatifs d'une économie monétaire, ça serait les mêmes que celles de troc. Donc ça, c'est la première conception
de la monnaie, la plus fréquente aujourd'hui, la monnaie comme intermédiaire des échanges qui facilite, les échanges. Or, mon point, c'est que je soutiens un deuxième point de vue qui est, il faut bien le savoir, très minoritaire. C'est que je pense, au contraire, que valeur et monnaie sont des choses extrêmement liées et que c'est dans le prix monétaire, c'est dans l'expression monétaire qu'apparaît la valeur d'une marchandise. Et donc, mon point de vue, c'est qu'on ne peut absolument pas distinguer valeur et monnaie, parce que l'espace de la monnaie, c'est l'espace de la valeur. Et donc, dans cette deuxième conception, la valeur et la monnaie, pardon, est tout à fait différente. Elle est, si l'on veut, l'institution fondatrice de la valeur. Elle est celle qui permet d'exprimer les valeurs, qui fonde en quelque sorte l'économie marchande. Alors qu'elle était, dans la première conception, simplement un intermédiaire des échanges, là, elle devient l'institution de base, parce que pour qu'il y ait valeur, il faut qu'il y ait monnaie, et c'est à travers l'adhésion à la monnaie que se crée une société marchande. Et dans ce cadre-là, la fonction qui est essentielle, ce n'est pas l'intermédiaire des échanges, c'est ce qu'on appelle l'unité de compte. C'est le fait qu'on a des nombres qui expriment des valeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'unité de compte. Le dollar, l'euro, ce sont des unités de compte, c'est-à-dire c'est en cela que sont exprimés les prix des marchandises et des dettes. Donc c'est ça, à mon sens, l'autre conception possible et l'autre chemin. On appellera cette théorie une théorie institutionnaliste de la monnaie parce qu'elle pense la monnaie comme étant une institution, quelque chose qui fonde l'économie marchande. Ce terme d'économie réelle, il faut bien le comprendre que c'est un concept qui est lié aux théories de la valeur, celles contre lesquelles, enfin pas contre lesquelles, celles avec lesquelles j'ai des désaccords. En effet, dans cette conception de la valeur, il y a tout un monde qui est celui des prix relatifs, celui de l'équilibre général walrasien, qui n'a pas de rapport avec la monnaie. Et c'est ça qu'on appelle l'économie réelle. Puisqu'on sépare la valeur de la monnaie, il y a un certain nombre de grandeurs, qui sont les prix relatifs et qui sont les quantités échangées, qui sont analysables uniquement en termes de valeur, c'est-à-dire en termes d'utilité marginale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie monétaire, l'économie réelle. Et l'économie monétaire, c'est l'économie auquel on a ajouté la monnaie. Et en quelque sorte, dans cette conception, il y a une conception un peu dichotomique, c'est-à-dire on peut saisir les quantités réelles sans saisir la monnaie. Conceptuellement, on saisit les prix relatifs, le rapport du prix d'une table à une chaise, à un ordinateur, etc., mais on ne saisit pas les prix nominaux, parce que pour avoir les prix nominaux, il faut avoir la monnaie. Et donc il faut une équation de plus qui est l'économie, enfin il faut une équation de plus. Donc ici, ça vient de là. Dans la conception que je défends, et d'ailleurs je dois dire quand même que je ne suis pas absolument seul, c'est-à-dire on trouve dans la pensée de Keynes des choses qui sont assez proche, je me sens assez proche de Keynes. Keynes aussi avait cette idée que l'économie était nécessairement monétaire, que les économies marchandes étaient nécessairement monétaires. Il avait aussi cette idée que la fonction monétaire par excellence, c'était l'unité de compte. Donc il y a chez Keynes, on pourrait le mettre dans cette alternative dont j'ai parlé au départ entre théorie de la valeur et monnaie, on pourrait mettre Keynes dans ce même domaine, dans cette même tradition de pensée. Et donc, dans cette tradition de pensée, l'économie réelle n'a pas vraiment de grand sens conceptuel. Il renvoie simplement au fait qu'il y a des grandeurs réelles. Donc, on va évidemment calculer le niveau d'emploi, qui est, c'est un nombre de personnes, ce n'est pas une grandeur nominale. Mais fondamentalement, la dichotomie réelle monétaire n'est pas valable et n'a pas de support conceptuel dans l'approche institutionnaliste ou keynésienne.